Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Ne jamais arrêter. Tel est le conseil de mon invité de cette semaine, le Dr Claude Thibault. Claude est chirurgien colorectal à Québec et il est également homme d'affaires. Il a en effet acquis il y a quelques mois une boulangerie à Saint-Romuald, le Croissant de Lune. Au cours de l'entretien, nous discutons de la longue et prolifique carrière de Claude et nous discutons évidemment de son nouveau projet et de son nouveau statut d'homme d'affaires. Bonne écoute. Bon matin, Claude Thibault. Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Ben oui. Samedi matin. Avant de parler de ta carrière de chirurgien, puis après on va parler de ton projet d'affaires, d'abord, où sommes-nous ce matin? Ben écoute, on est à la boulangerie Le Croissant de Lune, au 265 rue Saint-Robert à Saint-Romuald. C'est une petite boulangerie artisanale qui est là depuis 1970. Quand même. Et ça a toujours été une boulangerie ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens propriétaires étaient là depuis 19 ans. Ils ont pris leur retraite. Ils ont vendu. Okay. Et puis, on regardera ça tantôt. Mais oui. Finalement, c'est moi qui ai acheté le fonds de ben commerce. Oui. OK. Alors, comme deuxième carrière, tu t'es acheté finalement une deuxième profession. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tantôt pour raconter l'histoire de la boulangerie, comment c'est arrivé là. Alors donc, on est vraiment dans la boulangerie. Donc, pour les auditeurs, le son pourrait être peut-être un petit peu moins clair que d'habitude à cause des réfrigérateurs puis des compresseurs derrière nous. Mais avant de ça, j'aimerais parler de ta carrière, donc de carrière de chirurgien colorectal universitaire depuis 96, si je ne m'abuse, parce que moi, j'ai gradué en chirurgie générale un an après toi. Qu'est-ce qui t'avait amené à choisir la profession de chirurgien et de chirurgien colorectal? Ben, disons que quand j'étais jeune, ça va faire peut-être cliché, mais quand j'étais jeune, je pensais aller en médecine et en chirurgie. Déjà, j'avais 12 ans, j'en parlais. OK. J'écoutais, pour ceux qui ont connu ça, Dr. Wilby, Marcus Wilby, et ça me fascinait. Puis, c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, ou à peu près, je me disais, j'aimerais ça être chirurgien. OK. Puis, je suis entré en médecine. Et là, j'ai changé d'idée 3 ou 4 fois. Alors, je suis allé, après ma première année de médecine, faire un stage à Chandler, en Gaspésie. Okay. Et là, je m'étais dit, je veux devenir médecin de famille en région parce qu'ils font de tout. Après ça, j'ai commencé mes stages à l'externat, mon stage de médecine interne. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est palpitant ça, je veux faire ça. Mais finalement, mon premier jour de chirurgie, j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je vais vous conter l'anecdote. J'ai été à Montréal, en Notre-Dame, premier jour de l'externat en chirurgie. Je m'en vais, je commençais dans ce temps-là, on faisait une semaine de chirurgie cardiaque, une semaine de chirurgie vasculaire, une semaine d'orthopédie, puis 5 ou 6 semaines de chirurgie générale. Tout ça pour dire que je commence en chirurgie cardiaque. Première journée, j'arrive, je me présente, Daniel Doyle, okay. le docteur Daniel Doyle qui est là.
Et il me demande, je suis qui? Je dis, je suis externe, Thibault. Il dit, brosse-toi. Alors, je me suis brossé. Je suis allé en salle d'opération. Il n'y avait pas d'assistant. Et à un moment donné, après avoir ouvert le thorax, il me dit, tiens le cœur, bouge pas. Alors, j'ai tenu le cœur, j'ai pas bougé pendant qu'il a fait les pontages. Je suis sorti de là, je jubilais. Et c'est là que j'ai dit, je veux devenir chirurgien. La bonne chose, c'est que Daniel Doyle pontait à la vitesse de l'éclair, donc... Exact. Ah ben c'est bien. Écoute, on a chacun nos histoires à cet effet-là. Écoute, moi, c'était plus à Québec à l'époque, à Saint-Sacrement, avec Éric Poulain. Là. C'est là qu'avait été la piqûre. Là. Ouais, referais-tu le même chemin? Ou? Ben, je dis oui. Écoute, je pense que c'est une opportunité puis c'est un privilège d'être chirurgien. Ouais. On travaille sur la plus belle machine qui existe au monde. C'est formidable. La carrière de chirurgien est extraordinaire. Pouvoir opérer, c'est fantastique. Il y a des irritants, on y reviendra, mais disons que pour la carrière, oui, je referais ça parce que je pense que je suis privilégié d'avoir fait ça puis de continuer à faire ça encore. Ah, tout à fait. Sur une carrière qui va bientôt atteindre 30 ans, là, la plus grande révolution que tu as connue, selon toi? Bien, je pense que c'est la laparoscopie, même si... Parce que ça a évolué quand même tranquillement, la laparoscopie. Ça a parti dans les années 80, 83, puis... non, 93... Les premières vésicules biliaires, moi, j'étais externe, j'aurais dit 90, 91, à Québec, à Saint-Sacrement. D'ailleurs. Exact. Je pense que 80, dans ce coin-là, puis je dirais, tu vois, moi, 84, 89, j'ai fait mon cours de médecine, 89, 94, ma chirurgie. Je te dirais effectivement, 91, 12, 13, dans ce coin-là, ça commençait. Donc, puis ça a évolué progressivement. Et je pense que ça a été... c'est peut-être le gros changement qui a eu lieu en chirurgie. Tout à fait. Puis qui est là pour rester, puis qui a resté, puis qui s'est développé quand même tranquillement. Puis à partir de ça, est arrivé d'autres choses comme la microchirurgie transanale. Donc, c'est des dérivés de la laparoscopie. Donc, ça aussi, ça a évolué, puis ça, c'est excellent pour ce qui est toute résection endoanale, etc. Mais je pense que le gros, ça a été ça, le gros point là, d'avancement. Mais je trouve que la discipline chirurgicale se développe moins vite que tout ce qui est équipement, informatique, etc. Oui. On est encore à un niveau de dissection, etc., qui est pas peu évolué, mais qui a évolué lentement ou qui évolue lentement. Paradoxalement, je pense que cette technicité-là va préserver la carrière de chirurgien parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, sans être spécialiste, ça va être plus difficile d'intégrer de l'intelligence artificielle dans le geste chirurgical, vraiment, là, de dire qu'une machine remplacerait le geste du chirurgien. Oui, tu as raison. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, comme en pathologie, radiologie, c'est des choses qu'on pense. Ce qui est drôle, c'est qu'on va être bientôt des dinosaures, comme tu sais. Ouais. Comme les prochaines étapes, comme la robotisation de la chirurgie, je parlais d'intelligence artificielle. Moi, à ce stade de ma carrière, c'est peut-être comme ça. Moi, j'en vois moins l'intérêt. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais peut-être que dans les années 80, les gens voyaient la laparoscopie puis avaient exactement le même réflexe. Donc, tu as raison. Je pense que la robotisation s'en vient. Il y a des démonstrations de robots de plus en plus. Ils s'en servent en neurologie, ils s'en servent dans certaines disciplines. Est-ce que ça va remplacer la laparoscopie? Peut-être, je ne sais pas. Ouais. À voir. À suivre. Dis-moi, pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec le domaine de la chirurgie colorectale, là, ce qui a été finalement toute ta carrière, c'est quoi la chirurgie colorectale? Écoute, c'est une surspécialité de la chirurgie générale. Alors, on fait la chirurgie générale 5 ans et par la suite, la chirurgie colorectale, en général, c'est un fellowship, une surspécialité de 2 ans qui comprend une année de recherche puis une année de clinique. Habituellement, cette spécialité-là s'adresse à des gens qui veulent revenir en milieu académique, en milieu universitaire. L'année de clinique, c'est là qu'on apprend à faire des chirurgies avancées, par exemple dans le cancer du rectum,
avec des résections plus majeures, par exemple des exentérations pelviennes, etc. Donc, c'est des choses qu'on apprend. On apprend à faire des chirurgies avancées, comme des proctocolectomies avec réservoir éloanal. Et puis, on apprend toutes les pathologies anorectales qui se fait habituellement pas ou qui se démontrent plus ou moins en chirurgie générale, comme par exemple les sphinctéroplasties pour incontinence ou les cures de fistules complexes. Donc, c'est une surspécialité de la chirurgie générale, je te dirais. Quelle est la procédure qui te donne le plus de satisfaction? Bonne question. Disons que je pense, moi, qu'une dissection du rectum bien faite avec excision complète du mésorectum, anastomose très basse ou même coloanale manuelle, je dois dire que j'en retire une grande satisfaction. Ce à quoi tu fais référence, finalement, c'est la capacité d'enlever le cancer du rectum d'un ou d'une patiente et de refaire une connexion. Donc, exact. Actuellement, par rapport à il y a 20 ans, il y a beaucoup moins de patients qui ont une colostomie suite à un cancer du rectum à cause des avancées techniques. Tout à fait. Écoute, je me rappelle, lorsqu'on était, tu as vu ça toi aussi, on disait qu'une tumeur qui était à plus de 7 cm de la marge anale, ça demandait une résection abdominopérinéale, c'est incroyable. Une colostomie permanente, alors que maintenant, on s'en va jusqu'à 5 mm de la distance de la tumeur, puis on fait des mucosectomies avec anastomose, donc on enlève la muqueuse de l'anus, et puis on est capable de reconnecter le côlon dans le canal anal, finalement. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton fellowship à la clinique Mayo, là, pour encore une fois, les gens qui voudront regarder la clinique Mayo dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, c'est comme aller au Vatican, là, ou à la Mecque, selon notre préférence. Mais te rappelles-tu quand tu es arrivé à la clinique Mayo, là, pour la première journée, là, ta première impression quand tu pénètres dans l'enceinte des frères Mayo? Écoute, c'est un endroit extraordinaire. C'est une petite ville, d'abord parce que moi, il y a 3 cliniques Mayo aux États-Unis. Je suis allé à celle de Rochester, au Minnesota. La clinique originale. La clinique originale. Et la clinique originale, d'abord, c'est immense. Il y a plusieurs bâtiments qui sont reliés à la clinique. Il y a mon souvenir, là, puis que tu me parles du souvenir quand je suis arrivé. Eh bien, quand je suis arrivé, puis je suis arrivé au bloc opératoire, il y a 44 salles d'opération dans un hôpital, puis l'autre hôpital qui est à 1 kilomètre de distance et qui en fait, on peut le rejoindre parce qu'il y a un autobus pour les employés qui se promènent, les gens rentrent en scrub, puis ils s'en vont dans l'autre hôpital. Ça pour dire que l'autre hôpital a 40 salles d'opération. Donc, il y a 84 salles d'opération. Exact. Et ça, c'est il y a 25 ans, 30 ans. Là. Alors, à ce moment-là, j'arrive dans le bloc opératoire à 44 salles d'opération et là, j'ai été complètement perdu. Est-ce que tu maîtrises bien l'anglais à l'époque? Oui, je maîtrisais quand même assez bien l'anglais. Okay. Mais c'était de me retrouver et de me retrouver dans ça, puis trouver la salle où je devais opérer, parce que là, il y a de tout. Il y a de la chirurgie cardiaque, thoracique, hépatobiliaire. Il peut y avoir 6 salles de chirurgie colorectale en même temps. Exact, exact. Alors, c'est assez impressionnant. Puis là, évidemment, c'est un quadrilatère avec de multiples corridors, puis c'est des immenses salles d'opération. Et puis là, juste pour trouver le salon des chirurgiens, c'était compliqué. L'autre chose qui m'a fasciné quand je suis arrivé là, c'est le bloc de pathologie est directement à côté du bloc de chirurgie, ce qui fait que les pièces sont immédiatement envoyées en pathologie et c'est une immense salle. Et on a le résultat de pathologie le jour même. Alors, tu fais l'opération et à la fin de l'opération, tu peux aller à la chambre du patient et les dossiers sont à l'extérieur. Puis il y a une petite feuille bleue qui ressort du dossier. Tu prends la feuille bleue et c'est le stade pathologique de la tumeur. Alors ça, c'était pour moi extraordinaire. Ils font des colorations spéciales et le stade T3N1 est tout de suite mentionné, donc tu peux tout de suite aviser le patient qui va avoir besoin de chimiothérapie, par exemple.
Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, selon toi? Bon, moi, j'ai trouvé Après ça... 25 ans de carrière? J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'est un modèle d'efficacité Mais incroyable. d'annoncer ça aux patients le jour même? Ben, je pense que c'est correct. OK. Les patients s'attendent à ça. Ils savent qu'ils sont opérés pour un cancer. OK. Et puis, ils s'attendent à ça. Tu leur dis, ben écoutez, c'est ça qu'on a trouvé. Et puis, donc, ça va vous prendre tel traitement. Alors, c'était dans la vision des frères Maillot de pouvoir donner le diagnostic immédiatement aux patients. On n'est pas là aujourd'hui. Au Québec, Non. tout au moins. Avec les retards qu'on a en pathologie, comme tu sais, des fois, au bout d'un mois, on n'a même pas encore le rapport. On récapitule. On a un croissant Nutella, 2 croissants, 2 chocolatines, 2 croissants. Parfait. 2 chocolatines, oui. Ça, le Queen Amman. Ensuite, on a le Suisse, les 6 macarons, le pain, les trucs scannés. Parfait. Parfait. Ça fait 72 et 66. Payez des nuits. Ça va être à vous. C'est drôle, les cultures, je pense que c'est plus que des cultures médicales, des cultures parfois de société. Quand j'étais allé à Osaka, au Japon, en Oui. 2013, avec le professeur Sasako, il montrait les pièces de pathologie à la famille. Ah, ouais. Donc, il amenait la famille au bloc Remarque que en pathologie, montrer la pièce Incroyable. pour comme un peu convaincre ou prouver. J'aurais pu comprendre que la famille voulait voir le cancer pour... c'est comme si ça achevait de les convaincre. C'est comme quand je vais au garage pour ma voiture, j'aime ça voir la pièce qu'ils ont enlevée. C'est une obligation du garagiste, d'ailleurs, je Exact. pense, de te la remettre. Après toute cette carrière vraiment fructueuse, as-tu des regrets ou as-tu des choses qui t'ont déçu dans... Ben, j'ai pas de regrets. C'est comme tout le monde, il y a des choses intéressantes dans notre pratique, puis il y en a qui sont moins intéressantes. Il y a des irritants. Et au fur et à mesure, ben, il y a des irritants qui ont augmenté, qui sont plus présents. Tu sais, comme tu le sais, opérer la fin de semaine, c'est souvent un challenge parce qu'il y a des cas de d'autres disciplines qui sont en cours, parce qu'il peut manquer de personnel, parce qu'il y a de l'attente, parce que la chirurgie générale, ben, ou colorectale, ben, c'est souvent le soir et puis la nuit. Puis il faut attendre après les autres cas d'orthopédie, chirurgie vasculaire, etc. Dépendamment des hôpitaux, j'imagine, de cette réalité-là qui est plus ou moins vraie. Mais je dois dire que moi, dans le milieu où j'ai travaillé, c'était une réalité de toutes les fins de semaine et même de toutes les semaines. As-tu l'impression ou plutôt l'image qu'a la société des médecins ou des médecins spécialistes au cours de ta carrière, tu penses que ça a évolué dans quelle direction? Moi, j'ai l'impression que les patients, spontanément, nous voient exactement de la même façon, mais dans les médias, souvent, on a l'impression que notre image peut se détériorer un peu. C'est quelque chose que tu t'as perçu? Ou, Ben, je sais pas. Je pense que en général, les patients, comme tu le dis, sont très respectueux, puis comment reconnaissants. dire? Reconnaissants. C'est le mot que je cherchais. Reconnaissants du travail qu'on fait. Et je dois dire que depuis quelques années, ils sont encore plus reconnaissants du travail des infirmières Tout à et fait. des médecins parce Ah qu'ils oui. savent qu'il manque de personnel partout. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne suis pas certain que la perception des gens a tellement changé. Il y a eu des moments où on a été ciblés. Je me rappelle le scandale, entre guillemets, des jaquettes jaunes Oui. à mettre. Les primes des jaquettes jaunes. Des primes des jaquettes jaunes. Alors, il y a eu des moments, mais je pense que les gens ont oublié vite, surtout
lorsqu'ils considèrent le nombre d'heures qu'on travaille puis comment est-ce qu'on travaille. Donc, ce côté-là, je crois que la pratique est encore gratifiante Tout à fait. puis valorisante. Dis-moi une autre question, je suis curieux de t'entendre. Quand tu as commencé ta carrière de chirurgien, selon toi, ça t'a pris combien de temps pour atteindre ton maximum, je te dis, d'excellence? Là, Ça, c'est une bonne question. Et je pense que on commence, on fait tous des erreurs, puis c'est surprenant que la façon dont c'est monté à la Régie de l'assurance maladie du Québec, tout le monde a le même salaire pour le même acte, que tu sois à ta première année de pratique ou que tu sois à ta 10e année de pratique. Moi, je pense que j'ai appris beaucoup sur les 10 premières années. Je pense que je suis arrivé à mon summum, là, après environ 8-10 ans de pratique, où là, je pense, j'ai l'impression que j'étais confortable dans les opérations que je faisais, que j'avais moins de complications, que c'était plus facile puis que c'était plus rapide. Te rappelles-tu, en début de pratique, c'était un peu différent de moi. Moi, j'ai commencé à pratiquer en milieu communautaire, donc j'étais premier chirurgien sur les cas. Te rappelles-tu, quand tu as commencé à pratiquer, le fait de devoir immédiatement enseigner et, entre guillemets, laisser opérer, parce qu'on s'entend qu'on est toujours là, mais on doit guider le geste du résident. Donc, se retrouver à enseigner alors qu'on a l'impression qu'on est encore nous-mêmes en période de croissance au point de vue académique ou professionnel? Je me rappelle très bien. Écoute, je me rappelle très bien. C'est un défi, puis pour moi, puis je pense pour beaucoup de médecins qui sont beaucoup d'obsessifs compulsifs, c'est un défi parce que tu laisses opérer quelqu'un qui a peu d'expérience et tu dois accepter que c'est pas tout à fait comme tu l'aurais fait. Et ça, c'est challengeant et c'est un défi puis un souci de tous les jours. Est-ce que ça passe? Ça prend 10 ans aussi ou ça passe jamais? Ça passe pas tout à fait. Disons que je me rappelle une fois que je laissais les résidents opérer, puis tellement. Puis quand tu commences, tu es mal à l'aise, tu dis il faut que je le laisse opérer. Puis là, est arrivé 3-4 complications. Là, à un moment donné, j'ai dit non, ça va faire. Là, maintenant, là, c'est moi qui vais faire le cas à mon goût. Pour un certain temps. Pour un certain temps. Alors, mais je pense qu'à un moment donné, on s'ajuste. Puis on sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut laisser faire, puis jusqu'où on peut aller avec les résidents. Puis je pense que c'est pas facile. Pas facile de leur montrer, puis que c'est pas toi qui le fais. Mais il y a moyen à un moment donné d'être capable de vivre avec ça puis d'être capable de dormir la nuit. Parce qu'il y a plein d'autres enjeux aussi. Que dans un nouveau milieu, là, faut que tu te fasses, entre guillemets, ta réputation, tu as les nouveaux collègues. Il y a toujours un petit peu de compétition, entre guillemets, avec les gens qui sont déjà là, les autres collègues, pour établir ta pratique. Puis là, 3-4 complications en ligne, ça peut être douloureux. Puis en fait, c'est... Les complications, on le sait, tout chirurgien sait qu'une complication, c'est toujours douloureux. Ouais. Et on s'en rappelle. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être présent. Mais encore une fois, on apprend. On apprend au minimum 5-8 ans après notre début de pratique. Ça t'a pris combien de temps à t'habituer à vivre avec les complications? C'est tout venu ensemble? Parce que c'est plus difficile une complication aussi dans la première année qu'après 10 ans, je pense. On les accumule. Je ne sais pas si, à un moment donné, on se fait pas une carapace, mais on se fait pas une carapace, mais on les accumule, puis on est capable de vivre au travers. Il y a certaines complications qu'on porte longtemps. Mm-hmm. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dissocier un peu de ça, puis en apprendre de qu'est-ce qui est arrivé, puis se demander est-ce que je ferais différemment. Parce que des fois, tu n'aurais pas pu l'éviter. Tu te dis, ben j'aurais pas pu faire autrement. Mais il faut quand même apprendre des complications, c'est ce qui est important pour servir les patients comme il faut. Si ça se dit en ondes, as-tu une devise ou un mantra? Moi, j'en ai une qui est associée à toi. Je vais voir si c'est celle que tu choisis. Ben, écoute, moi, j'en ai une que je dis parfois, des fois aux résidents, des fois aux patients aussi, quand je vois qu'ils peuvent la digérer. Mais ce que je dis souvent, c'est « quand l'anus va, tout va ».
Alors, mais ce que je t'ai déjà entendu dire aussi, mais c'est vraiment purement technique, c'est qu'une anastomose, donc une reconnexion intestinale, une anastomose qui est belle, c'est une anastomose qui fonctionne bien. Exact. Et ça, j'avoue que je suis d'accord. Dis-moi, Claude, rendu donc peut-être à l'approche de ta retraite, là, dans quelques années, là, ta définition de la santé, est-ce qu'elle a changé au cours du temps, là, depuis ton entrée en médecine jusqu'à l'aube de ta retraite? Ben, peut-être un peu. Je te dirais qu'en vieillissant, il y a des bobos qui arrivent. Alors, tu sais, la santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est un sentiment de bien-être physique et psychologique, je te dirais. Ouais. Parce qu'il y a toujours des petits bobos, puis des petites choses qui font en sorte que tu ne considères pas nécessairement complètement pas en santé, mais il y a des petites choses qui font en sorte que ta perception change un peu de la santé. Puis ta santé, encore une fois, je pense que c'est la perception de se sentir bien dans sa peau, bien physiquement et mentalement. Parce que j'ai moi-même vécu certains problèmes de santé qui m'ont appelé à changer un petit peu ma façon de penser, puis à penser à moi davantage, je te dirais. Mais tout ça pour dire que je me sens en santé et que je pense qu'il faut remercier la vie à tous les jours, justement, quand ça va bien, puis qu'on n'a pas trop de malaise ou pas de malaise. Excellente réponse. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Claude Thibault. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Claude, on a du pain sur la planche. Alors, en début d'entrevue, on disait donc qu'on était dans ta boulangerie, qui est le Croissant de Lune, à Saint-Romuald, sur la rue Saint-Robert. Donc, on s'y rend comment à partir de Québec? Écoute, c'est très simple. On prend le pont de Québec, on continue tout droit, on prend la 132, on arrive à Saint-Romuald. Et puis, c'est un petit village sympathique. En continuant sur la 132, à un moment donné, on arrive, il y a Ashton à gauche, la rue Saint-Robert, c'est au coin. Et la boulangerie est pratiquement au coin. OK. Et petite boulangerie artisanale, encore une fois, qui existe ici depuis 1970. Alors, c'est intéressant. Les gens de Saint-Romuald connaissent tous la boulangerie. OK. Alors, à la pause, moi, j'ai mangé un croissant rempli de Nutella, donc je vais prendre une petite dose d'insuline peut-être plus tard dans l'entrevue, mais c'est excellent.
Moi, je m'appelle Kylian Charlie, D'où viens-tu? de France. OK. T'es ici depuis combien de temps? Ça va faire 1 an. OK. Tu es pâtissier. Boulanger. 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 C'est quoi la différence? La boulanger, il fait le pain, le pâtissier, il fait les pâtisseries. C'est quoi la formation? C'est quoi la différence de la formation? C'est pareil, c'est le boulanger il va faire une formation pour apprendre à faire le pain, et le pâtissier va faire une formation pour apprendre à faire les pâtisseries. Tu peux pas faire les deux? Si, on peut faire les deux. Ici au Québec, on peut. Mais en France, on peut, mais par exemple, normalement, une formation standard, c'est 2 ans pour chaque. Mais quand tu fais 2 ans d'une formation en boulangerie, tu peux faire 1 an en pâtisserie pour compenser. Ce serait l'équivalent d'un fellowship. C'est ça. Ici, la formation, c'est 6 mois. On va demander à Raphaël, vraiment, t'es qui? Dis pas, je suis alcoolique. Non, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je mets de la bière dans le pain à 2h du matin. C'est quoi la vie de boulanger, disons? La vie de... Là, en ce moment, à minuit, je commence à minuit. Tu vas travailler ce soir à minuit? Oui. OK. Et normalement, un boulanger, ça termine... boulanger standard, ça va commencer par exemple à 5h et ça va terminer à 13h. Mais là, dans l'entreprise en elle-même, avec le lancement, c'est là dès minuit, 19h. C'est ça, là, c'est beaucoup de travail, mais c'est pour du plaisir derrière. OK. C'est ça, l'entreprise. Plus je travaille, plus l'entreprise va faire de bénéfices, d'argent, tout ça. C'est quoi qui t'attire ou te fait vibrer dans ce domaine-là? C'est le fait de faire des pains et que les gens ils viennent pour manger quelque chose de bon et que le lendemain ils reviennent pour prendre la même chose ou goûter autre chose. C'est ça. Donc, ça, c'est l'aspect géographique, mais dis-moi d'où t'es venue l'idée, à la fin de ta carrière de chirurgien, de dire, plutôt que prendre un repos bien mérité, je vais m'ouvrir une boulangerie. Quelle idée de fou! Écoute, c'est arrivé de fil en aiguille. Ce qui est arrivé, c'est que ma fille, qui est la plus jeune, qui a 20 ans, a trouvé sur Tinder un boulanger français. Alors, mon gendre travaillait à la Mère Michel. Alors, il s'appelle Kylian. Kylian, c'est un boulanger. Et en France, la formation de boulanger, c'est une formation de 2 ans minimum. OK. Et tu n'es pas boulanger-pâtissier, tu n'es que boulanger. Si tu veux devenir pâtissier, c'est une autre formation. Alors, lui, un genre de fellowship. Oui, si on veut. Alors, lui, boulanger, français, il est arrivé ici il y a 1 an et demi. Il a travaillé à la Mère Michel principalement, boulangerie de la Mère Michel. Et là, ils se sont rencontrés, il a rencontré ma fille et ils sont ensemble. Et lui, il m'a demandé à un moment donné, serais-tu prêt à investir dans une boulangerie? J'aimerais avoir ma propre boulangerie. OK. J'aimerais me partir en affaires. Okay. Et là, il m'a présenté différentes choses jusqu'au moment où il m'a présenté le fonds de commerce de la boulangerie ici, qui était fermé depuis 3 mois. La boulangerie était fermée parce que les gens qui étaient là prenaient leur retraite. C'était un couple qui travaillait ici depuis 19 ans. Lui faisait le côté boulangerie et elle faisait le côté pâtisserie. Puis finalement, ils ont décidé, là, il était tanné. Ça faisait longtemps, puis c'est beaucoup de travail. Puis ils ont décidé de prendre leur retraite, ils ont fermé ça, ils ont mis ça en vente. Et puis finalement, il m'a présenté ça. Kylian, le boulanger, m'a présenté ça. Puis j'ai dit, ben oui, j'ai regardé les chiffres. J'ai dit, ben, tu veux te partir? Je le connaissais sur un côté très dynamique, très entrepreneur. Et puis j'ai dit, écoute, oui. Puis on est ouvert depuis mars 2022 seulement. OK. Mais dis-moi, là, toi, quand tu viens visiter le local ici, là, maintenant, aujourd'hui, c'est très beau. Il y a plein de pâtisseries, il y a des baguettes, mais quand tu rentres, c'est un local vide, là? Ou...
Ben, Ça a l'air de quoi, là? Au départ, tu veux dire? Quand tu viens visiter pour décider de t'investir. Alors, là, lorsqu'on est venu visiter... ça prend une vision, là. Oui, oui, mais c'était une boulangerie. Alors, Ouais. mais une toute autre boulangerie. Alors, on a refait l'intérieur au complet. Il y avait un mur de briques, un faux mur de briques. C'était vieillot. Les comptoirs étaient complètement différents. Et Kylian, qui travaille bien de ses mains, a décidé de peinturer tout ce qui était rack à pain. On a rentré des nouvelles vitrines. Il a magasiné sur Internet pour acheter des vitrines de présentation de pâtisserie, des congélateurs, etc., qui étaient usagés ou pas. Et puis, on a investi dans la boulangerie pour la moderniser, puis changer complètement l'aspect intérieur. Alors, comme tu vois, l'aspect ici est très moderne, convivial. Et puis, je pense qu'on a réussi à avoir une ambiance qui est chaleureuse, mais qui reste moderne. Mais dis-moi, toi, quand tu dis j'ai regardé les chiffres, puis j'ai regardé le modèle d'affaires, mais nous, on est médecins, là, on n'est pas homme d'affaires. Là, mais c'est ce qui me fascine dans le fait de se lancer dans une histoire comme ça, là, parce que c'est pas un investissement de quelques centaines de dollars. Donc, as-tu de l'aide? Tu prends conseil auprès de qui? Bien, beaucoup de choses que j'ai appris. Alors, j'ai appris un peu, entre guillemets, sur le tas. J'ai lu beaucoup, j'ai fouillé sur Internet, j'ai parlé à mon comptable qui me dit qu'il était prêt à prendre aussi la comptabilité de la boulangerie, mais je me suis occupé beaucoup et, par exemple, juste le fait d'acheter une caisse enregistreuse puis un point de vente, c'est quelque chose. Mais maintenant, l'informatique a facilité les choses. Alors, j'ai un système de caisse enregistreuse intelligent qui me dit les ventes, qui me dit aussi les employés, combien d'heures on fait, qui me donne le montant des payes, qui me calcule le montant des payes des employés, que je peux par la suite entrer dans un autre système de comptabilité qui me permet de faire les payes. Donc, je fais moi-même les payes à chaque 2 semaines des employés et je fais même les retenues à la source. C'est du nouveau. J'ai appris ça en lisant sur Internet. Et j'avais aucune formation là-dedans, mais j'aimerais ça suivre des cours à l'université de marketing puis de développement d'entreprise. Alors, je suis en train de regarder ça, justement, parce que c'est tout un monde inconnu pour nous autres, les médecins et les chirurgiens, mais qui est très intéressant. Tu me parlais tantôt du petit côté obsessif-compulsif des chirurgiens, mais as-tu un petit côté hyperactif? Ou Ben moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours continuer. Puis j'ai énormément de projets. J'aime ça m'impliquer dans plein de choses. J'aime ça. Puis, bon, à un moment donné, j'ai fait le tour. Puis là, je me dis, j'ai fait le tour. Il faudrait voir ailleurs. Il faudrait faire autre chose. Alors, j'aime ça m'impliquer dans beaucoup de choses. Mais comme beaucoup de médecins ou de chirurgiens, on est du monde qui sont très, très polyvalents, ouverts, capables de faire plusieurs actions en même temps. Puis, ça me tient en vie. Oui. En même temps, parfois, je pense que ça peut être un piège parce qu'on peut parfois se brûler un peu là, dans des projets là, c'est pour où ça on que n'a pas vraiment toutes les compétences. Là, donc, mais toi, pour te regarder aller puis voir la quantité d'informations que tu vas chercher de façon autodidacte, c'est assez impressionnant. mais parce que ce qu'on pourrait dire, c'est que tu as repeint ta voiture aussi au cours des derniers jours. Donc. Ben, je m'amuse. Puis pour la boulangerie, je dois te dire que tant que je m'amuse, ben, je vais continuer. Puis quand je vais moins m'amuser ou que je ne m'amuserai plus, ben là, je vais donner ça à d'autres gens. Okay. Alors, tu sais, comme pour faire la paye, par exemple, il y a des agences qui font la paye des employés. Il y a des choses que mon associé et gendre, Kylian, pourrait faire facilement. D'ailleurs, il s'occupe de la gestion du personnel, il s'occupe de la gestion des achats, des équipements, etc. Moi, il m'en parle, je lui donne des idées. Mais tu sais, il y a beaucoup que... Puis je lui ai dit, c'est toi qui s'occupe de ça, c'est ton entreprise, c'est ta business, tu la gères, puis moi, je chapeaute, puis je vérifie, puis je te donne des conseils pour ceux que je peux te donner.
C'est pas moi qui vais lui dire quel pain faire, comment faire le pain. Mais par contre, au point de vue gestion, ben j'ai des idées. Puis, c'est un peu ça. Si, à un moment donné, je m'amuse plus, ben je vais faire autre chose. Je pense que c'est par là. Ça a l'air que tu t'es fait dévaliser un matin. Ça a rentré, là. Parce que c'était ouvert et il était content. Ah oui, le monde, il y avait 30 personnes à l'arrivée. Il y en a qui, avant que ça ouvre, oui, on ouvrait aujourd'hui. Et à l'arrivée, il y avait, je vais dire bonjour. Dis-moi, tu as ouvert au mois de mars, donc ça fait déjà 6 mois. Oui. J'étais à l'ouverture. Tu étais quand même un peu excité ou nerveux cette journée-là. Quel souvenir gardes-tu de... Ben écoute, on a eu... C'était plein de monde. Oui, c'était plein. On a ouvert autour de Mi-mars, 50-60 personnes qui sont venues ici. Ça a été amusant parce que on a dit, ben on va faire une ouverture. Comment est-ce qu'on fait ça? Et puis là, j'avais écrit à Brigitte Duchesneau, qui est la conseillère municipale de Saint-Romuald, et elle est allée parler au maire de Lévis, Gilles Lehouillier, Okay. et ils sont venus tous les deux. Okay. Alors, ça a été intéressant, puis je savais qu'elle allait venir. Alors, on a eu beaucoup de gens, des amis à moi, on a eu des conseillers municipaux, on a eu des gestionnaires de la ville de Lévis qui sont venus. On a eu Peter Simons qui est venu, puis on a eu un auteur connu, Jean-Pierre Gagné aussi, qui est venu. Oui. Qui est auteur de balado aussi. Dis-moi, comment ça fonctionne une boulangerie au quotidien, là? Les heures de travail, les employés? Ben, c'est sûr que, encore une fois, moi, je ne suis pas là souvent. Moi, je gère ça de l'extérieur. Je fais du télétravail, si on veut. OK. Mais mon gendre, c'est assez incroyable parce qu'il rentre ici à la boulangerie autour de 2 heures du matin, puis il repart vers 8-10 heures, le plus souvent. Parfois, s'il manque d'employés, il peut rester ici toute la journée le lendemain de la production. On est ouvert maintenant du mercredi au dimanche, mais les 2 premiers mois, même les 3 premiers mois, on est ouvert du jeudi au dimanche. Donc, la production se fait tôt le matin. Les pains sont mis sur les racks. La pâtissière, elle aussi, arrive à 5 heures du matin, commence les pâtisseries pour les pâtisseries qui se vendent dans la journée et qui doivent être fraîches. Puis les autres, ils peuvent rester 2, 3, 4 jours sur les tablettes, mais en général, pas plus de 4 jours. OK, OK. Il y a des gâteaux qu'on fait qui sont congelés et on a des commandes. Alors, les gens viennent, achètent leur pain, mais on a aussi beaucoup de commandes par Internet. On a un site Internet qui fonctionne bien. Les gens peuvent même commander sur Internet. On vend des gâteaux. Là, aujourd'hui, on a une commande d'un gâteau de mariage pour 60 personnes. OK. Alors, c'est quand même... J'y ai goûté tout à l'heure. Il manque un morceau. Il manque un petit coin. Alors, c'est intéressant. Puis, il y a des... Comme il y a des achats, il y a des gens qui viennent nous proposer leurs produits. Puis c'est intéressant. Puis on essaie d'avoir des produits québécois, des produits du terroir. On a beaucoup de confitures de l'île d'Orléans, mais on a aussi des produits de France parce que les gens sont friands de ça. Et les marchands viennent nous rencontrer puis nous offrent leurs produits. Puis c'est intéressant de voir que lorsqu'on ouvre un commerce comme ça, beaucoup de gens qui sont intéressés à nous connaître et à venir nous voir justement pour nous vendre leurs produits pour la revente. Et tu n'es pas impliqué dans l'embauche des employés? Non, moi, je m'occupe pas de l'embauche, un petit peu dans le sens que, comme là, on veut recruter un boulanger français, il faut faire des démarches, il
faire des démarches au portail des employeurs du gouvernement du Canada. OK. C'est compliqué. OK, Tout ce qui est gouvernemental, surtout gouvernement du Canada, les sites Internet sont... En pleine pandémie. C'est incroyable. Ils sont pas bien faits. Mais tout ça pour dire que, oui, alors c'est des démarches. Ça aussi, c'est tout nouveau pour moi, faire des démarches pour faire employer les gens. Mais pour le choix des employés, c'est mon associé qui fait ça. Alors, il regarde les CV, il passe des entrevues, puis il me suggère telle ou telle personne. Serais-tu à l'aise de mettre à pied un employé? Parce qu'on n'est pas bon là-dedans, je pense. Non, on n'est pas bon. Mais vois-tu, la gestion du personnel, je la laisse principalement à Kylian, mais je serais à l'aise parce que j'ai discuté avec plusieurs employés déjà. Je viens faire mon tour, puis en général, j'essaie de discuter, de les prendre un petit peu à part, puis de leur demander comment ça va, qu'est-ce qu'il y a eu, quels sont les problèmes, avez-vous des solutions, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore. Et sérieusement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé pour justement me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, etc., puis les conseils. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est rendu là. On est rendu à une période où on ne peut pas être un propriétaire, patron, puis diriger à la dure. Il faut s'enquérir auprès des employés, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, les faire participer à l'entreprise, surtout qu'ils peuvent quitter n'importe quand, on le sait. La grande difficulté, puis le nerf de la guerre actuellement, c'est de trouver des employés. Mm-hmm. Dis-moi, toi qui est un grand amateur de vin, un connaisseur, j'aurais pensé peut-être comme deuxième carrière que tu irais peut-être dans cette direction-là. C'est quelque chose à laquelle tu as déjà pensé? Ou? J'étais en train de penser, coudonc, je pense qu'il a raison, on va ouvrir une SAQ à côté. À côté de la boulangerie, ça serait... Non, mais j'aurais dit peut-être un bar à vin ou c'est des choses qui t'ont déjà passé par la tête? Ou pas tant que ça. Okay, j'aime le vin comme amateur, j'aime le vin comme dégustateur. De là, tu sais, je regarde le commerce ici, puis à un moment donné, on s'est dit, on ouvre-tu un café? Mais pour l'instant, une boulangerie, c'est tel que tel. Avoir un commerce de restauration, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens, au niveau employé. Les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture. Alors, la boulangerie, je trouve que c'est plus simple un peu. Okay. Et à un moment donné, on s'était dit, on va ouvrir d'autres succursales. J'ai regardé des locaux. J'ai regardé le locaux à Lévis, j'ai regardé le locaux de l'autre côté à Saint-Nicolas, à Québec. Et on a des offres, on a des gens, on a des locaux. Il y aurait des endroits incroyables où on pourrait faire des nouvelles boulangeries, le Croissant de Lune. Sauf que, en y réfléchissant bien, on se rend compte qu'actuellement, c'est peut-être pas le meilleur temps d'ouvrir d'autres succursales parce que ça te prend, tu as un loyer à payer, tu as des employés à payer. Puis les employés, c'est ça qui est dur à trouver. Et c'est ça aussi les salaires ont augmenté. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ça gruge un peu le profit. Puis, veux pas, une baguette de pain, là, ça coûte pas cher parce que c'est de l'eau puis de la farine. Mais au total, ça coûte très cher faire une baguette de pain. Alors, quand on regarde tous les instruments qu'on a, le four, les pétrins, etc., et le salaire des employés, là, ça prend la moitié des bénéfices. Là. OK. Dis-moi, ici, sur place, tu as quand même des plans de croissance, de développement, agrandissement. Là. Comment tu te vois où dans un an, disons, là, avec ce local-ci? Là? Je pense que notre plan d'affaires là, fait en sorte que ce qu'on aimerait, en fait, actuellement, on est en train d'acheter un nouveau four. Un four qui va être plus performant, avec une minuterie et plus efficace, qui cuit en moins de temps, parce que ce qu'on considère actuellement dans le contexte actuel, c'est de dire ce que ça nous prend, c'est des contrats. Ici à Saint-Romuald, veut pas, les boulangeries, c'est des commerces de proximité, c'est des commerces de quartier, et on sature, à un moment donné, on atteint notre niveau maximal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont partir de la Rive-Nord pour venir sur la Rive-Sud chercher une baguette de pain. Alors, on a un maximum, si on veut, une saturation qui fait en sorte que on pourra pas, les gens ne viendront pas plus. Mais si on peut livrer ailleurs, et là, on est en train d'organiser
des contrats avec des gens sur la Rive-Nord pour justement livrer des pains, avoir des points de vente, leur livrer, faire de la livraison. Puis on a d'autres endroits déjà, le Café Saint-Louis, pour nommer celui-là que je peux nommer actuellement, nous achète des produits et il va grossir. Donc, la production va se faire ici. Avec un nouveau four, on va être capable de doubler, tripler, quadrupler la production. Puis à ce moment-là, être capable de livrer à certains endroits. Donc, actuellement, notre plan d'affaires passe par la livraison, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de loyer, on n'a pas besoin de main-d'œuvre. C'est pas nous autres qui s'occupent de ça. On fait la livraison et on distribue nos produits, ce qui fait en sorte qu'on va être davantage connus un peu partout. Tu me parlais tout à l'heure de l'ouverture, de la présence du maire, le fait que... C'est quoi la réception, mettons, des gens locaux là, ici, au fait que toi, tu aies racheté ça? Est-ce qu'il y a un petit esprit local qui fait que les gens posent des questions? C'est qui le gars qui a acheté la boulangerie? Tout à fait. On a d'ailleurs, après l'ouverture, il y a eu un petit article dans le journal de Lévis. Fait que ça a été intéressant parce qu'il mentionne que je suis chirurgien. OK. Et tout ça pour dire que ça a été... une boulangerie, c'est un commerce particulier dans un sens qu'il y a beaucoup de gens qui viennent périodiquement chercher leur Parfois produit. tous les jours. Parfois tous les jours. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, au début surtout, ben là, on se faisait demander, allez-vous faire tel pain, parce qu'il était habitué avec l'ancien boulanger. OK. Puis là, on a dit, ben, on va faire des nouveaux. Et je me rappelle un monsieur qui vient puis il dit, faites-vous un pain multigrain? Ben là, le Kylian, mon boulanger, il dit, ben non, mais on fait un pain équivalent qui s'appelle le pain 9 grains. Ah, il dit, c'est pas pareil. Il est parti. Il est revenu le lendemain, puis là, on lui a dit, on vous en donne un. Gratuit. Un pain 9 grains. Okay. Pas le multigrain, un 9 grains. Goûtez à ça. Et finalement, il est revenu, puis il en achète maintenant toutes les semaines. Ah, ben c'est super, écoute. Dis-moi, puis à part de ça, j'aimerais que tu me parles un peu aussi peut-être des capacités d'agrandir le local ici. Oui, bien écoute, on est dans une bâtisse qui est assez grande ici. On a loué un petit emplacement, mais on est après louer l'arrière de la bâtisse. Puis il y a un logement, il y a une partie qui est complètement libre d'une bonne superficie, donc qui serait à louer éventuellement. On espère pouvoir la louer éventuellement, puis avoir des tables pour que les gens viennent prendre un café, un croissant, ils viennent s'asseoir avec Internet, par exemple. Et le local à côté, actuellement, la ville de Saint-Romuald sont en plein développement, puis ils veulent que les gens reviennent dans le centre-ville de Saint-Romuald. Ils veulent promouvoir le quartier, le vieux Saint-Romuald, puis on fait partie du vieux Saint-Romuald. Donc, ils vont louer le logement à côté. Ils vont louer le local à côté. Ils vont louer le local à côté. Et puis, ils vont faire venir des petites entreprises. Ils leur offrent le local. Puis, les petites entreprises vont venir à côté, ce qui va nous attirer des gens. Et peut-être quelqu'un va décider de rester là par la suite. Ce qu'on aimerait, c'est une boucherie, par exemple. S'il y avait une boucherie à côté, ce serait intéressant. Donc, il y a plusieurs locaux à côté. Il y a une coiffeuse qui est déjà ici, puis il y a un ébéniste qui est de l'autre côté, qui déménage l'été prochain. Donc, il va y avoir un autre local qui va être vacant. On espère là aussi, soit que nous autres, on puisse agrandir puis avoir un café dans cet endroit-là, ou encore qu'il y ait un commerce qui s'installe puis qui nous aide à augmenter notre clientèle. Quand tu as lancé ce projet-là, est-ce que avais-tu peur de l'échec ou tu voyais ça plus comme une expérience, puis une opportunité d'apprendre? Ben oui, en fait, j'ai pas pensé à l'échec. Okay. J'ai pas pensé à l'échec. J'ai pris ça en me disant, ben mon genre, il est dynamique, il est plein d'entrain, les chiffres sont là pour montrer que ça fonctionnait. Je me suis dit, c'est une grande opportunité pour lui et je pense qu'il le réalise. Et je pense que devant le fait qu'il est très efficace, qui est dynamique, qui travaille fort, je
je me suis dit, ça devrait fonctionner. Puis au départ, pour être franc, c'était pas un si grand investissement que ça. C'est devenu plus grand parce que là, on achète de l'équipement, etc. Mais tout ça dans un but de grossir, de s'agrandir, puis d'augmenter la capacité de production. Puis, je pense que je vois pas ça comme un échec. Je pense que ça va bien fonctionner. Mais, évidemment, j'apprends. Puis, la rationalisation dans l'entreprise est tellement importante, là. Puis, je vais aller chercher de l'aide aussi si jamais on voit qu'il y a qu'il faut retravailler le modèle d'affaires, etc. Donc, mais pour l'instant, ça va quand même bien, puis on progresse, puis on améliore nos qualités de produits, puis on améliore notre livraison de produits. Tout à l'heure, tu parlais du fait que les payes, la gestion d'horaire, tu t'occupais de tout ça, puis je me suis fait la réflexion, c'est probablement une bonne chose qu'au début, tu fasses tout pour bien comprendre la mécanique. Exact. Plutôt que de le donner d'emblée, puis de ne jamais le maîtriser. Puis là, tu es dépendant un peu d'un tiers tout à fait sans contrôler, sans être micro-gestionnaire, mais tu comprends ça va mieux. permettre de tout comprendre, les aspects. Oui, tu comprends mieux quand tu le fais. C'est ça. Alors, le fait de le faire, je comprends énormément de choses. Et puis, ça va faciliter ensuite la gestion de tout ça. Si je la donne à quelqu'un d'autre, je vais être au courant, je vais être à l'affût, puis je vais être capable de voir les erreurs ou les endroits où ça peut bloquer, où ça peut accrocher. Mais tu as tout à fait raison. Le fait de le faire, puis en plus, pour moi, je dois dire que, encore une fois, c'est un plaisir pour le moment. J'aime ça. Je me suis embarqué dans ça avec l'idée, justement, de quelque chose de nouveau. Puis, encore une fois, j'ai toujours aimé m'embarquer dans des choses différentes, puis apprendre. Puis, je dois dire que j'apprends. Autant qu'en chirurgie. Alors Claude, ma glycémie s'est normalisée, là, donc on va pouvoir amorcer. Veux-tu un autre croissant? Non, merci. On va pouvoir amorcer la dernière phase de l'entrevue. Donc, il y a tout le temps une section baguette magique dans les entrevues, donc ça permet parfois de connaître l'invité sous un autre jour. Donc là, on est face à face, mais généralement, c'est souvent virtuel. Je te donne une baguette magique. Je te laisse changer une chose dans le système de santé québécois en octobre 2022. Écoute, il y a beaucoup de choses qui pourraient être à changer. Une chose avec une baguette magique. Je te dirais, je pense que je me demande si j'ouvrirais pas les salles 7 jours sur 7. Le bloc opératoire ouvert 7 jours sur 7. Pour pas justement, puis avoir une salle d'urgence tous les jours, pour pas avoir d'irritants les fins de semaine, ça roule 7 jours sur 7. Alors, il y a des anesthésistes, et c'est le personnel qui travaille 5 jours, 4 jours par semaine, puis il y a une rotation. Ça prendrait plus de monde. Ça prend plus de monde, mais il y aurait moins d'irritants pour les attentes, pour les patients, il y aurait un roulement. Tu sais, un des problèmes, c'est que ça coûte cher, un patient, pour le gouvernement, alors que dans le privé, c'est pas ça, c'est rentable. Oui, tout à fait. Alors que là, chaque patient de plus, c'est des dépenses. Tout à fait. Et là, je reprends la baguette magique. Oui. Puis je te laisse rencontrer une personne dans le monde. Donc, ça pourrait être pour prendre un verre de vin ou manger un croissant qui contient 2 tasses de Nutella. Ce serait qui? Écoute, j'avais vu cette question-là, puis je me suis dit, qui est-ce que je pourrais... Là, j'ai dit, écoute, donc, ça pourrait être Nelson Mandela, ça pourrait être, je sais pas, moi, Marie Curie, ça pourrait être... À un moment donné, j'ai dit, mon premier que j'ai pensé, là, c'est John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Okay. C'est le premier c'est la première fois que ça sort. Pourquoi? Mais, écoute, moi je suis un amateur aussi, je joue de la batterie, mais pour moi, John Bonham, il a révolutionné un peu la batterie et il a inventé, entre guillemets, des nouveaux mouvements, des nouvelles mesures, comme le triplet, pour ceux qui connaissent ça. Mais tout ça pour dire que je pense que j'irai prendre une bière, puis ça serait relativement court. Alors, je te dirais que celui que j'aimerais vraiment rencontrer, là,
c'est Leonardo da Vinci. Un inventeur, un gars qui arrêtait jamais, un gars qui était curieux, un gars qui a déterré des morts pour faire voir l'anatomie des gens, qui a inventé des hélicoptères, qui a fait du dessin, etc. Donc, une espèce de polyvalent. Lui, ça doit être extraordinaire, jaser avec cette personne-là. Je vais te laisser 2 choix, là, mais donc je vais mettre les 2 sur ta page de balado, mais ton premier choix, finalement, ce serait plus Da Vinci ou Bonham? Ouais, Da Vinci. Et Bonham en deuxième. Puis Bonham en deuxième. Excellent. Parce que Bonham, je pense que tu sais, une fois que j'aurais jasé avec, la discussion serait limitée. Tu pourrais être surpris. Peut-être. Tu pourrais être surpris Peut-être. parce que souvent, ces gars-là aussi ont d'autres passions qui sont moins connues. Donc, as-tu une dernière pensée ou un dernier conseil avant de conclure? Ben écoute, je te dirais que jamais arrêter. Alors, il faut jamais arrêter. Il faut jamais arrêter. Il faut toujours avoir des projets. Il faut toujours s'embarquer puis pas avoir peur. Des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe pas. Puis le plus souvent, c'est des énormes découvertes. C'est des moments qui peuvent être extraordinaires. Puis donc, c'est ça. Mon plus gros message, c'est n'arrêtez jamais. Bon message. Alors, pour nos auditeurs, vous pouvez aller sur le site du balado qui est à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Envoyez-moi un courriel et vous pouvez me dire que vous aimeriez recevoir une carte cadeau de la boulangerie Le Croissant de Lune. Et parmi les gens qui nous auront écrit, on fera tirer des prix de présence. Donc, tout cela dans le mois suivant la mise en ligne du balado. Et ça conclut. Claude, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, ça a été super agréable. Un petit croissant pour finir? Je te remercie. Alors, écoute, on va se voir lundi. C'est parfait. Bon week-end. Salut, toi aussi. Bye.